Simultanément à leur publication dans Circulation, Cyril Hageton-Heck rapportait durant l'ACC 2021 les résultats de l'étude PRADA, une étude monocentrique norvégienne ayant inclus 120 femmes atteintes d'un cancer du sein à un stade précoce et devant recevoir un traitement combinant anthracycline et trastuzumab. Elles ont été randomisées pour recevoir soit du candesartan avec ou sans placebo de métoprolol, soit du métoprolol avec ou sans placebo de candesartan, soit du candesartan et du métoprolol. La fonction cardiaque était évaluée par IRM au début du traitement et après une médiane de 23 mois. Globalement, la fonction ventriculaire gauche a décliné de 2% en moyenne dans l'ensemble des groupes, sans qu'aucune différence ne soit rapportée entre les 3 groupes de traitement. Une différence concernant la troponine I n'a pas non plus été mise en évidence. Ariel, qu'est-ce qu'on peut faire comme commentaire? Peut-on prévenir l'atteinte cardiologique au décours d'une chimiothérapie? Merci Serge. Alors, si vous le voulez bien, je vais illustrer mon propos. Je me suis fait aider, bien sûr, par les experts du groupe de cardio-oncologie de la Société française de cardiologie pour ce commentaire, en déclinant donc 2 situations. La cardioprotection dont on parle là, et je vais vous en dire un mot, et après la cardiodétection avec l'intervention pour une cardioprévention. Alors, parlons de cardioprotection. PRADA est une étude vraiment sur laquelle on peut s'arrêter. 120 patientes, ça a été dit dans le commentaire, mais regardez bien le profil de ces patientes. Un âge moyen à 50 ans, peu de facteurs de risque, seulement 25% de la population traitée par trastuzumab plus anthracyclite, un critère de jugement indiscutable puisque c'est l'IRM, et puis une incidence faible de la dysfonction systolique VG, moins élevée que celle attendue, avec 0% d'insuffisance cardiaque dans le groupe placebo. Et on aboutit donc à cette conclusion qui a été rappelée, qu'il n'y a pas de bénéfice d'une intervention pharmacologique par IEC, ARA2 ou bêta-bloquant, ou leur combinaison, pour prévenir le risque de dysfonction systolique VG, donc mesuré par FEVG, à 2 ans. Alors, il faut que vous vous souveniez que pour ce premier chapitre de la cardioprotection, il y a évidemment une façon peut-être plus précoce de détecter des patientes à risque de développer une dysfonction VG par l'imagerie de déformation, en particulier comme c'est indiqué dans les recommandations européennes. Peut-être que l'on pourrait donc agir un peu en amont. Et finalement, PRADA corrobore les 5 autres études négatives qui ont été publiées dans ce contexte de la cardioprotection, qui montrent donc que l'IEC et ou le bêta-bloquant ou l'association ne permettent pas donc d'espérer réduire le risque d'insuffisance cardiaque et d'altération de la FEVG à 2 ans. Et puis, je termine en vous parlant de la cardiodétection qui intéresse vraiment nos collègues au quotidien, c'est-à-dire chez une patiente ou un patient, mais là, une patiente qui est donc à risque parce qu'on doit introduire une chimiothérapie. Comment détecter les patientes qui ont ce risque-là, qui pourraient bénéficier donc d'un traitement préventif avant même finalement l'apparition de toute dysfonction? Il y a donc des biomarqueurs que l'on regarde, la troponine, et puis des marqueurs morphologiques, fraction d'éjection et volume. Et rappelez-vous qu'il y a quand même un signal avec le candesartan dans PRADA, une réduction des volumes ventriculaires qu'il ne faut pas oublier. Et donc, dans ce chapitre de la cardiodétection, on peut dire que, pour que nos collègues soient complètement en phase avec nous, et ils vont être déçus, qu'il n'y a pas, là encore, dans la cardiodétection, de place pour un traitement préventif. Et donc, au terme de cette étude, finalement, on ne peut que confirmer qu'il y a encore du travail à faire et probablement mieux sélectionner les patientes et les patients qui risquent de développer une cardiotoxicité. On n'en est pas là. Ariel, dans les moyens de détection et notamment dans les moyens de détection précoce, tu as parlé d'altération de la fonction ventriculaire gauche. Qu'en est-il des paramètres de déformation du strain? Alors, ils sont, merci Serge, tu as raison, ils sont utilisés maintenant en routine, ou ils devraient être utilisés en routine, puisque bien sûr, on est un peu biaisé dans nos centres dans lesquels nos collègues travaillent spécifiquement sur cette thématique. Je pense que quand une patiente doit avoir une chimiothérapie dans l'évaluation initiale de la géométrie de la fonction cardiaque, le strain
ventriculaire gauche doit être déterminé. Pour ce qui nous concerne, dans notre département et dans beaucoup d'autres d'ailleurs, Stéphane Eguerry fait un strain des 4 cavités parce que peut-être qu'il y a un profil d'évolution du risque. Tout le monde a compris que la dysfonction cardiaque pouvait être une atriopathie et ou une dysfonction ventriculaire avec donc un certain degré d'altération des pressions de remplissage. Et donc peut-être que même le strain de l'oreillette pourrait aider, mais on n'en est pas là. Dans les recommandations européennes, on s'est arrêté au strain du VG qui doit probablement être recueilli de façon systématique avant une chimiothérapie à risque cardiotoxique. Oui, peut-être que la leçon de tout ça, c'est qu'il doit s'établir une relation très étroite entre cardiologue et oncologue, la diversité des médicaments qu'on ne connaît pas bien, la diversité de leurs effets cardiologiques doit nous inciter à aller plus en avant là-dessus. Il n'y aura pas que la fonction ventriculaire gauche. Je crois que ça, c'est une leçon importante et dans l'avenir, on va être de plus en plus intéressé par ces différents éléments. C'est vrai que l'heure passe. On va terminer, Christophe, par quelques mots de rythmologie. Cet ACC, ce n'était pas un ACC rythmologique. Il y a eu quand même quelques informations importantes. Alors, est-ce que tu peux nous parler de l'étude RAFT, justement? Oui, tout à fait, Serge. L'étude RAFT était une étude, en fait, qui évalue 2 stratégies chez des patients qui ont une fibrillation atriale essentiellement persistante et une insuffisance cardiaque. La stratégie du contrôle de la fréquence, donc bêta-bloquant, inhibiteur calcique et éventuellement ablation de la jonction atrioventriculaire, ou une stratégie du contrôle du rythme moderne avec donc ablation de la fibrillation atriale. Alors, je vous rappelle que l'étude Castle-AF avait été très positive dans ce domaine, sous-étude de Cabana également. Donc là, ils avaient prévu de miser 600 patients. Malheureusement, en raison d'un problème de recrutement, ils n'ont plus randomisé que 400 et l'analyse intermédiaire, vu le faible recrutement, le faible taux d'événements qui avait été là aussi surestimé et aussi pour des raisons de futilité, l'étude a été arrêtée de manière prématurée. Alors, les patients étaient randomisés en 2 groupes, ablation ou contrôle de la fréquence, et il y avait une analyse préspécifiée intéressante qui était basée sur la fraction d'éjection du ventricule gauche inférieure ou supérieure à 45%. Alors, les résultats sont statistiquement négatifs, même s'il y a une tendance en faveur du groupe ablation, puisqu'il y a une réduction du critère combiné décès et événements liés à l'insuffisance cardiaque de 29%, mais avec un petit p qui n'est pas significatif, puisqu'il est à 0,66. Probablement lié au fait du nombre de patients inclus qui a été inférieur à ce qui avait été programmé du faible taux d'événement. Quand on regarde maintenant les 2 groupes inférieurs à 45%, supérieurs à 45% pour la fraction d'éjection, là aussi, il y a une tendance qui est positive pour les patients qui ont une fraction d'éjection inférieure à 45%. Et comme vous le voyez, pour les patients qui ont une fraction d'éjection supérieure à 45%, il n'y a pas de différence. Ce qui est quand même important à noter, c'est qu'en termes de qualité de vie, de tests de marge de 6 minutes ou de taux de NT-proBNP, il y avait là aussi, alors ça n'a pas pu être statistiquement significatif du fait de l'absence de significativité pour le critère primaire, mais il y avait quand même une tendance en faveur de l'ablation. Donc je dirais que c'est une étude qui, même si elle est négative, je crois qu'il faut la regarder avec prudence parce qu'il y a eu 2/3 des patients seulement qui ont été inclus et elle n'a pas eu la puissance statistique, mais elle va quand même un petit peu dans le même sens des autres études qui montrent que l'ablation peut être intéressante, je dirais, chez les patients en insuffisance cardiaque, notamment à fraction d'éjection altérée. Et puis, en dernière étude, je dis 2 mots, mais là, Martine et moi, nous le savons bien, qui a montré que quand on buvait de l'alcool, on augmentait l'incidence de la fibrillation atriale. Et ce n'est pas des Bretons qui vont vous démentir.